Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va rencontrer un médium, Nicolas Maintenat, pour mieux comprendre son univers et s'interroger sur la médiumnité. Allez, c'est parti! Bonjour Nicolas. Bonjour Valentin. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Nicolas Maintenat, j'ai 41 ans, voilà, j'exerce depuis en indépendant en tant que médium voyant depuis environ 7 ans, sachant que j'avais déjà des capacités bien avant cela. Est-ce que la médiumnité c'est ton activité principale? Alors non, j'ai deux activités parallèles, une activité plus globale de thérapeute, médium, voyant, hypnothérapeute et énergéticien. Ok. Et de l'autre côté, je suis également professeur de chant et chanteur. Ok, super. J'ai plein de questions pour toi aujourd'hui Nicolas, oui. Pour mieux comprendre justement ton univers. Première question, je vois sur ton site contact défunt. C'est quoi le contact défunt s'il te plaît? Eh bien, c'est la capacité de communiquer avec des personnes qui sont disparues, qui sont décédées et qui sont de l'autre côté, dans ce qu'on appelle communément l'au-delà. Voilà, c'est cette capacité à communiquer avec eux, à recevoir des messages qu'on dit en clairaudience, c'est-à-dire qu'on entend des informations, des mots ou des phrases entières, et en parallèle, ils se montrent dans notre esprit, on va dire, dans des scènes de leur passé, pour faire référence à des choses qu'ils ont en commun avec la personne qui vient consulter. Voilà un petit peu en quoi ça consiste. Les gens, quand ils viennent chercher du contact défunt, ils viennent pour quelle raison? Souvent, c'est dans le cadre d'un deuil. Voilà. Okay. Ça peut être un décès récent ou un décès qui date d'1 an, 2 ans, 3 ans, okay. Même un peu plus des fois, et souvent le deuil n'est pas encore achevé, donc c'est vrai qu'on peut considérer le contact défunt, en tout cas avec l'éthique que j'ai, je le considère comme une aide au deuil, surtout pour avoir des messages qui rassurent. Bien sûr, pas que des messages lambda en disant oui, je suis bien, tout va bien, je suis dans la paix absolue. Non, c'est pas que ça. Les défunts vont aussi parler de choses en commun qu'il y a avec la personne qui vient consulter pour effectivement s'identifier, pour indiquer que c'est bien eux qui sont là, parce que ça va parler des souvenirs en commun. Et ensuite, parfois, ils peuvent donner des conseils aussi, mais des conseils comme s'ils étaient là de leur vivant, à la personne qui en a besoin. Voilà. Donc généralement, ça aide, ça apaise beaucoup, ça rassure sur la survivance de l'âme, et puis ça permet de faire un travail de deuil. Ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas complètement le travail du deuil, mais ça y contribue. Ouais, du coup, est-ce que tu t'aides d'un support? Je sais que souvent on emmène une photo. Oui, j'aime bien avoir une photo de la personne défunte. Ça m'aide à focaliser mon attention, ma concentration et donc ma connexion avec cette personne. Bien que parfois, j'en ai pas forcément l'utilité. Hein. Il est arrivé parfois qu'une personne arrive, n'est pas encore sortie de la photo et tout à coup je dis « c'est un tel ?» Oui, d'accord. Il ressemble à ça? D'accord, ok. Sortez pas la photo, je l'ai. On y va. Voilà. Mais c'est pas tout le temps. Voilà. Des fois, la connexion est plus difficile. Pour X raisons. C'est toi qui vas te connecter ou c'est le défunt qui vient se connecter à toi? Généralement, c'est ensemble. Parce que quand tu essayes de te connecter à l'au-delà, c'est ça peut-être? Oui. Je suppose qu'il y a beaucoup de monde derrière, donc comment tu fais pour dire « Ah ouais, tiens, c'est toi Francis ?» Il peut y avoir beaucoup de monde. Alors généralement, je travaille vraiment en sécurité avec ce qu'on appelle les êtres de lumière, les guides, et je leur demande vraiment, enfin les miens particulièrement, je leur demande vraiment de fermer, de faire un peu sentinelle et de ne laisser entrer dans cette bulle que la personne, que la personne défunte, que la consultante ou le consultant cherche à contacter en fait. Je demande aussi là-haut, dans le plan de l'au-delà, je demande l'autorisation de bien vouloir laisser venir cette personne en fait. Généralement, je fais l'effort et généralement le défunt fait l'effort aussi et je sens ce rapprochement. Ce rapprochement, c'est pas tant physique. Il y a quelque chose de physique, mais c'est énergétique. C'est énergétique, un rapprochement énergétique et je sens que ça vient. Que cet individu vient se connecter à moi, rentre dans ce qu'on appelle l'aura. Mon aura rentre et je sens qu'il y a cette connexion qui se fait à ce moment-là. Et c'est là que tu as accès à des informations. Oui, généralement ça commence par plutôt du ressenti, c'est-à-dire je vais ressentir ses émotions, son état d'être, son état d'esprit du moment aussi, parce que des fois ce sont des défunts qui sont apaisés et d'autres qui ne le sont pas encore. Ses émotions, voire même son caractère. En fait, et ça va être la première connexion, les premiers indices de connexion. Et ensuite, plus je me laissais imprégner de cela, plus je vais commencer à entendre. Il va commencer à me parler et je vais commencer à avoir des choses aussi. Trop bien. Voilà, c'est souvent ce processus-là qui se produit. Avec par contre la connexion plus ou moins faible ou plus ou moins forte, qui est souvent due au fait de soit le défunt est parti trop récemment, ou alors il est
t'occuper à autre chose. Il est entre deux plans, entre ici le bas astral et la lumière. Des fois aussi, c'est une question de caractère. Okay. Certains défunts, généralement, se présentent la plupart du temps tels qu'ils étaient de leur vivant. Et en fait, pour que la personne les reconnaisse, c'est important en fait. Donc, et certains ont plus de caractère que d'autres et donc plus d'énergie que d'autres. Certains sont plus timides. Certains ne croyaient pas forcément au médium, donc vont avoir du mal à venir voir quelqu'un qui fait ça, en fait. Voilà. Et puis après, tout dépend de la demande dans l'intention de la personne qui vient consulter. Certains n'ont pas vraiment besoin d'un œil, ils viennent plus avec des fois une petite curiosité, peut-être mal placée. Généralement dans ce cas-là, le contact il va pas être aussi fluide. Alors que quand c'est vraiment dans un cas de deuil, alors là le défunt il répond très vite en fait. Okay. Du moment qu'il y avait de l'amour, c'est l'amour qui connecte. Ouais. Okay. Si vraiment le défunt qu'on veut contacter, on était vraiment sentimentalement liés, généralement l'amour perdure et là la connexion se fait assez facilement. Ouais. J'ai vu aussi sur ton site que tu parles de voyance et de médiumnité et de guidance spirituelle. Oui. Est-ce que tu peux nous distinguer un peu la différence entre ces trois choses? Ouais. Je dirais que dans la médiumnité, j'inclus le contact défunt et également plutôt la guidance spirituelle. Pourquoi? Parce que pour moi, la médiumnité, c'est communiquer avec l'au-delà. Enfin, pas que pour moi, pour beaucoup de médiums, c'est communiquer avec l'au-delà, recevoir des informations d'entités qui sont dans l'au-delà, des défunts ou des êtres plus élevés qu'on peut appeler les guides, dans certaines croyances les anges, les archanges, etc. Alors que la voyance, c'est pas forcément communiquer avec l'au-delà. La voyance, on reçoit des flashs, passé, présent et surtout à venir, c'est ce qui intéresse la personne généralement quand même. Et on reçoit des flashs, mais qui vont être attraits sur des choses à venir pour la personne, mais on n'est pas forcément en train de communiquer avec l'au-delà à ce moment-là, en fait. Okay. Ensuite, pour dissocier la voyance et la guidance spirituelle, moi je pratique effectivement la guidance voyance. Je dis guidance voyance parce que je capte des flashs sur l'avenir des personnes et en parallèle il y a des êtres élevés qu'on appelle les guides et qui sont les guides de la personne qui est face à moi, qui transmettent des conseils emplis de sagesse et d'une certaine philosophie en fait, et qui vont l'éclairer, mais sans jamais lui imposer de prendre des décisions précises. En fait. Généralement, ils viennent interagir avec les flashs. Je reçois un flash sur l'avenir, ils disent tiens, par rapport à ça, tu pourrais peut-être te diriger par ça, etc. C'est pour ça que j'aime bien vraiment faire des séances et vraiment en prévenant les consultants que c'est de la guidance, voyance et pas juste je vais vous dire l'avenir. Pour moi, c'est beaucoup plus constructif et ça rend la personne beaucoup plus active dans son cheminement aussi. Parce que je trouve que la voyance, sans vouloir cracher sur les voyants en général, la voyance pure et dure de je vous dis il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça rend les personnes passives en fait. Souvent, ok, il y a ça, bon, il y a ça qui va se passer. Bon, je fais rien, ça va se passer. Généralement, ça se passe pas si on fait rien. C'est beaucoup plus constructif. Est-ce que tu peux nous parler de la canalisation? Oui. Pour toi, c'est quoi canaliser? Alors oui, c'est une expression en fait que l'on utilise pour dire je capte, je connecte, je reçois des informations. Mais on peut aussi le visualiser comme un véritable canal en fait. Je suis dans un canal, comme un canal de lumière éventuellement, et ce canal de lumière, il est porteur d'informations qui me traversent en fait. Donc j'attire à moi des informations qui me traversent, sachant que le mot canaliser, dans les pays francophones, on le connaît pas trop parce qu'en fait c'est un terme qui est vraiment anglophone à la base, c'est le channeling. Le channel. Canal est la traduction littérale de channel. Dans les pays anglo-saxons, on a l'habitude d'utiliser ce terme, surtout quand il s'agit particulièrement de communiquer avec les êtres plus élevés. Je l'étendrai plutôt à toutes les pratiques. En fait, je dirais, je canalise des flashs, je canalise de l'information de guidance, je canalise des messages d'un défunt. Tout comme les magnétiseurs, par exemple, pourraient dire, je canalise une énergie de guérison. Autre question, sur ton site, tu parles de l'écriture automatique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concept? Moi, en tout cas, ça a été dans mon parcours, c'est pour ça que j'en parle. Ça m'a permis en fait de m'aider à développer mes capacités médiumniques. Je parle bien de capacités, de facultés, non pas de dons. Le mot don, c'est plutôt vintage comme terme en fait, et il tend à disparaître de plus en plus avec les nouvelles générations de médiums et de voyants où on a plus tendance à parler de capacités et de facultés. Ça va aussi avec une certaine évolution de la conscience collective, mais c'est aussi parce que ce mot en fait est trop imprégné d'un certain occultisme et d'une certaine croyance que certains êtres sont des élus, alors que c'est pas le cas. Et l'idée en fait, c'est que nous aussi on doit cheminer, nous aussi on doit faire des choses. Alors oui, on utilise ces capacités-là, que finalement on a tous,
en fait. On a tous, mais à des degrés divers. C'est comme si, par exemple, moi, j'ai jamais été très matheux. Okay. Les maths, ça n'a jamais été mon truc, en fait. Pourtant, j'ai essayé. J'ai les capacités intellectuelles, comme tout le monde, de pouvoir développer cette capacité, ces facultés en mathématiques. Mais par contre, apparemment, c'est pas inné chez moi. Donc, du coup, j'ai pas une grande marge de progression, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Il y en a qui sont meilleurs dans certaines pratiques. On a des capacités innées. On est venu s'incarner dans cette vie avec un certain bagage de savoir et de connaissances qu'on apprend à découvrir tout au long de notre vie. On ne sait pas tout à fait qu'on a tout ça dès le départ. Mais c'est ce qui fait qu'on dit, tiens, il a un talent naturel pour ça, en fait. Et il vient d'où? Il vient d'où? Il vient du fait qu'on est venu parce qu'on l'a déjà exercé dans des vies antérieures, en fait. Et on est venu avec ce bagage parce qu'on doit l'utiliser. Et la médiumnité, c'est ça. Elle fait pas exception à ses capacités, à toutes les facultés, en fait. Je suis venu avec plus de degrés de médiumnité et de voyance que la moyenne, on va dire, parce que je devais en faire quelque chose dans mon incarnation. Donc, du coup, j'ai perdu un peu le fil, excuse-moi, je me suis... Non, c'est très bien parce que c'est hyper intéressant et puis ça répond à d'autres questions que j'avais, donc c'est top. Ouais. Juste pour revenir sur l'écriture automatique. Donc du coup, ça m'a permis effectivement... Et c'est quoi l'écriture automatique? Tu te mets sur une feuille? Alors, effectivement, l'idée c'est de prendre une feuille, un papier, un crayon ou un stylo. Bon, sachant que c'est quand même mieux un crayon parce que le stylo, lui, on se fout plein d'encre sur la main, c'est pas top. Ça m'a aidé en fait à développer mes capacités parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire. Je laissais l'entité incorporer une partie de moi, notamment le bras, et en fait, elle prenait entre guillemets, c'est pas une incorporation totale non plus, entre guillemets, le contrôle de mon bras et elle écrivait. Elle écrivait des mots au début et puis petit à petit ça a fait des phrases, c'est devenu de plus en plus textuel en fait et donc c'était comme ça que je communiquais. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, t'as pas besoin de ça, tu captes là, ça vient déjà directement. Mais ça m'a aidé en fait à me centrer, à vraiment à m'aider à canaliser. À me dire aussi, et ça je sais que c'est un problème qui peut revenir souvent quand on est un peu novice en la matière, à me dire aussi, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas mon mental. Et petit à petit, ça s'est effacé. Au jour d'aujourd'hui, je gribouille. J'ai toujours besoin de mon papier, de mon crayon pour me mettre dans ce mode-là. Et je fonctionne en ce qu'on appelle la clairaudience, clairaudience, et après la clairvoyance aussi. Et en faisant quelques recherches, je me suis aperçu avec le temps que c'est l'écriture, en tout cas le support papier-crayon, est relativement un support plutôt utilisé par les hommes. C'est pas l'adage, ils ne sont pas les seuls à pouvoir le faire, parce qu'on est très mental, et on dirait que ce papier, ce crayon nous aide à laisser notre mental ici, et en étant complètement fluide dans notre canal en fait. Ça coupe ce mental, ça le switch. Ça évite d'analyser l'info que tu as en fait. Puis il faut savoir que moi, le doute, je l'ai encore. Le doute, je l'ai encore. Je l'ai toujours quand je fais une séance parce que c'est... C'est une question que j'allais te poser. Ah, pardon. Non, mais c'est génial. Je sais déjà toutes les questions. Le problème du Mineta, il a tout d'avance là. Mais je doute toujours. Des fois, on se demande si c'est pas notre mental. Et puis on avance dans la consultation, puis on commence à être alimenté d'informations. Donc on se dit, est-ce que c'est moi qui invente? On aura toujours ce doute. L'idée, c'est de le réduire et de se faire confiance. De faire confiance que l'on capte des choses et de se faire confiance dans ce qu'on est en train d'interpréter, de donner, en fait. Mais je dirais quand même que le doute, c'est très important. Ça aide à rester humble. Ceux qui ne doutent plus, il y a un problème d'ego. Il est humble et j'ai même envie de te dire ancré. Oui. Parce que pour côtoyer régulièrement des personnes qui sont très branché dans ces énergies, par moment, c'est trop là-haut. Et j'ai l'impression que le doute te ramène aussi à une partie plus cartésienne finalement. Et moi, ça aide à rester ancré, ou du moins en équilibre. Je suis au milieu. C'est ça. Je suis au milieu en fait, là, entre là et là, médium d'ailleurs. Mais à la fois, je vis aussi ce qu'il y a ici, je reste ancré quand même. J'ai encore quelques questions. Tu parles de passage d'âme. Parfois, il y a des défunts qu'on appelle aussi entités, et qu'on peut qualifier d'entités errantes qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la lumière. Généralement, quand on dit entité errante, ce sont des entités qui sont là depuis longtemps. Ça peut être depuis plusieurs années, comme plusieurs décennies, comme plusieurs siècles parfois. Personnellement, j'ai pas été particulièrement mis au contact d'entités qui sont là depuis plusieurs siècles. Voilà, mais de plusieurs années, oui. Et effectivement, ce sont des entités des fois qui entre guillemets hantent un lieu sous diverses formes. Ça peut être divers phénomènes. Les personnes ont l'impression qu'il y a une présence qui est là. Il peut y avoir des phénomènes paranormaux, l'électricité, des objets qui bougent, des coups dans les murs, etc. Ces entités, parfois, sont un peu dérangeantes dans le domicile des gens qui vivent ça au quotidien. Dans ces moments-là, en fait, on me demande de devenir nettoyer, on dit vulgairement nettoyer, mais moi j'aime pas ce terme, c'est pas nettoyer. Le terme dégagement de lieu est plus parlant, mais le véritable terme c'est effectivement passage d'âme. C'est de communiquer avec l'entité et de la convaincre ou de l'apaiser pour l'amener
à trouver le chemin de la lumière en fait, c'est-à-dire passer dans l'au-delà parce qu'elle n'y est pas encore. L'au-delà, c'est véritablement plutôt quand même la lumière, les plans de lumière, le paradis communément, on va dire. Donc cette entité qui est errante, elle a besoin des fois qu'on l'aide, mais des fois elle n'a pas besoin aussi. Hein. Donc on n'est pas censé faire passer une âme à la lumière sans autorisation de l'autre côté, déjà généralement. Mais voilà, c'est un peu le principe de faire passer une entité dans la lumière. 3 plans. Notre plan, le terrestre, je sais pas. La matérialité, la lumière et l'entre-deux. En gros, c'est toi dans tes ressentis, c'est ça, il y a ces 3 plans-là. L'entre-deux, c'est plutôt ce qu'on appelle le bas astral, et c'est un mot que les gens connaissent assez bien. Effectivement, là, c'est un peu un moment de transition où l'entité ne s'est pas encore déchargée, délestée de son ego, du mental et de la souffrance qui va avec. Voilà. Pour X raisons, soit parce qu'elle est partie trop vite, accident. Elle n'a pas eu le temps de comprendre qu'elle était décédée, des fois, ou alors c'est un refus. Un refus d'être partie, ou alors elle a peur de ce qui pourrait... elle a vu la lumière, mais elle n'y est pas allée, elle a eu peur d'un jugement éventuel. Ça, c'est très religieux comme conception. Voilà. Mais il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles l'entité est bloquée ici. Mais certaines ont le désir d'aller dans la lumière, d'autres non. C'est une espèce de négociation, en fait. J'irais souvent, c'est un peu jouer le psychologue pour la manipulation bienveillante. Voilà. Et puis, des fois, ça fonctionne, et des fois, on n'y arrive pas. On se doit, au bout d'un moment, de lâcher l'affaire, de dire non, je ne peux pas insister non plus. Elle a son libre arbitre encore. Ce qui m'amène à une autre question. Alors, sur le dégagement des lieux, justement, parce que tu communiques là-dessus sur ton activité, sur ton site. Il me semble que tu as vécu une expérience assez marquante dans ta vie par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience et puis nous parler justement de comment tu dégages les lieux, même si tu viens un petit peu de le faire? Effectivement, c'était à la période où j'étais pas encore entre guillemets médium professionnel. J'avais des capacités, qui étaient tout le temps là, etc. Plus ou moins, des périodes plus ou moins intenses, on va dire. Et un jour, en fait, donc c'était il y a plusieurs années de ça, il y a des amis qui proposent de faire une séance Ouija. Alors Ouija, c'est la planche en bois avec les lettres, le verre, etc. qui bouge. Et moi, ça m'avait toujours un petit peu intéressé. J'ai toujours une curiosité, pas une curiosité mal placée, mais je me disais. Parce qu'on a toujours le doute, je savais qu'il y avait des choses, que je captais des choses. Donc je me dis, il y a forcément quelque chose d'autre qui existe puisque je capte des choses qui sont pas d'ici. Mais je disais, bon, est-ce que matériellement on pourrait prouver un peu ça? Voilà. Donc moi je l'ai pris surtout comme une approche un peu scientifique, très sérieuse pour le coup, et spirituelle en même temps. Et c'était la condition que j'ai dit à ses amis. Je leur ai dit, voilà, on le fait, mais on le fait sérieusement, quoi. Bon, il s'est avéré qu'on l'a fait chez moi. Dans mon ancien appartement. Cadeau. Allez. Bon, ok. Mais moi, par contre, je m'étais beaucoup renseigné sur le sujet. Et pour le coup, ça m'a beaucoup intéressé. Là où je voulais pas du tout m'intéresser à la médiumnité, tout ça, mais là, ça a suscité un peu ma curiosité. Donc, j'ai fait une espèce de protocole. Je me dis, bon, on va faire les choses dans les règles de l'art, on va dire, si règles de l'art il y a. Et puis, on a fait ça. On l'a fait très sérieusement et effectivement ça a beaucoup marché. Alors on peut toujours se dire qui bouge le doigt. Les gens autour de la table étaient très sérieux, ils l'ont fait très sérieusement aussi. Mais ça s'est très bien passé. Voilà. Le problème, c'est que dès le lendemain, on va dire, de cette séance, j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise chez moi. Alors que je ne m'étais jamais senti mal à l'aise, en fait. Donc j'ai été très mal à l'aise. Ça m'a rappelé des expériences passées où j'ai vécu des présences et là j'ai fait oula, il y a quelque chose là. Et tu sais, en fait, souvent c'est progressif ces choses-là. Quand une entité se place dans un lieu, elle va se manifester de plus en plus progressivement, en fait, de plus en plus intensément. En fait, c'est surtout plus on va porter notre attention dessus, et c'est à la fois parce que généralement elle vient puiser dans nos énergies. Elle le fait pas, c'est pas une entité malveillante, elle va pas le faire pour nous vider. C'est surtout qu'elle va avoir besoin de cette énergie un peu animale, je dirais, pour se manifester. Donc là, au début, c'était juste, je me sens mal à l'aise. L'atmosphère a changé chez moi, c'est bizarre. Et très vite, de jour en jour, j'ai commencé là ce coup-ci à sentir une présence, vraiment. Là, c'était palpable, je sentais quelqu'un. Ça pouvait être la journée, mais c'était surtout prégnant le soir. Quand je me couchais, évidemment, c'est le moment où tout est plus calme. Nous, on est plus calme, donc plus réceptif. C'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent dans ces moments-là que des choses se produisent. Et je me couchais, et là, je ressentais... Vraiment, c'était fréquent. Tous les soirs, je sentais... Il y avait quelqu'un de masculin qui était à l'entrée de ma porte de la chambre, en fait. La porte était ouverte, et cette présence était là.
au pas de la porte de la chambre. Et oula, alors moi j'étais oulala, comme par le passé, moi dès que je captais un truc, et là c'était pareil, je veux pas, je me chante une chanson dans la tête, je veux rien entendre, je veux rien sentir, et donc j'essayais de dormir comme ça tant bien que mal. Puis plus ça allait, plus elle commençait à se manifester. Ouais, elle voulait vraiment indiquer sa présence. Petit à petit, ça a été, je me rapprochais un peu plus, je la sentais se rapprocher un peu plus. Ça a été un souffle à l'oreille, voilà, très marquant. Bon là, je te dis pas. Hein, et puis alors après, ça a été un peu ce qu'on appelle le phénomène de poltergeist, d'esprit frappeur. Vraiment, elle a commencé loin dans l'appartement. Bon, c'était un T2, hein, donc c'était pas immense, mais au départ, elle commençait à le faire sur les tables en verre dans le salon. On avait une table basse en verre, une table haute, salle à manger en verre aussi. Je savais pas exactement sur laquelle elle tapait, mais elle tapait dessus, c'était une évidence. Et c'était des coups intelligibles. Donc ça fonctionnait par 3 coups. À 5 répétitions. Et à chaque fois, elle faisait de cette manière-là. Ça, c'est vraiment pour indiquer, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose en dehors de chez toi, c'est quelque chose qui se passe chez toi et je te montre que c'est intelligent. C'est récurrent, je te montre que c'est vraiment quelqu'un qui le fait. Voilà. C'est vraiment, donc du coup, il y avait véritablement une forme d'intelligence qui faisait ça. Donc c'était à chaque fois... 5 fois comme ça. Ouais, 5 fois comme ça. Waouh. Voilà. Et c'était de soir en soir. Alors, là, tu flippes à ce moment-là? Oui. Et là, tu es content de pas être tout seul dans ton lit. Ouais. Tu es content d'avoir le chien pas loin. Voilà, tu es content d'être à côté. Voilà, tac. Le chien fait cette taille. Faut le savoir. Voilà, non, faut le savoir. Dis, bon, c'est rassurant quand même. Tu vois. Attends, j'ai pas fini parce que, excuse-moi, je vais être un peu long là-dessus, mais effectivement parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes quand même. Et donc ça, et puis ça se répétait comme ça de soir en soir. Et petit à petit, il se rapprochait de moi. Il cognait au placard. Séparant la cuisine du salon en placo, donc t'entendais bien. Toujours ces coups intelligibles, hein. Intelligents. Et ensuite, plus près, au placard de la chambre, du placard des vêtements. Pareil. Et petit à petit, la bordure de l'encadrement du lit, en bois. Tac. Oh là là là. Et un soir, ça a été littéralement, délicatement, ça n'a pas été violent, mais hop, m'a tiré la couette. Déjà avant. Et là, j'étais ouh. Et alors là, ça a été le summum. Ça a été le summum du summum, quand même, le truc. C'est que, on venait de se coucher, hein, parce que c'était à chaque fois au moment où on venait de se coucher. Ça tardait pas longtemps, en fait. Hein. On venait de se coucher, clac, et là, tout à coup, je reçois la balle de mon chien sur ma jambe. En fait, on était sous la couette, et la balle vient, pam, me rebondir sur la jambe, pum, pum, et finir sa course sur le sol, à rebondir dans la pièce. Et là, je dis à mon ami, mais, tu as entendu? Oui. Et là, je dis, tu sais que c'est la balle du chien qui vient de me rebondir sur la jambe. Donc le chien, comme tu l'as indiqué, petit, il dort à côté de moi dans son lit par terre. Il n'y a pas de raison d'être allé chercher sa balle. J'allume tout de suite la lumière, je vois qu'il est couché. Il n'a pas bougé. Et les oreilles comme ça. Il vient de dire c'est pas même moi. Lui, il flippait. Je vois la balle posée. Cette balle était restée dans le salon. Hein. Elle était restée dans le salon, cette balle. Et là, je me suis levé, j'ai pris la balle, je l'ai mis dans le dodo de mon chien et j'ai dit ça, tu ne touches pas, c'est à mon chien. Et ce qui est assez drôle, c'est que le soir même, on avait beaucoup joué avec la balle avec mon chien. Donc il y avait ce côté, tiens, moi aussi je veux jouer, en fait. Donc ça, alors là, ça a été le summum. Et autre chose d'encore plus impressionnant, un matin, alors là, c'était pour la première fois, c'était le matin que ça se produisait. Donc c'est te dire l'intensification des choses, en fait. Intéressant. Par contre, j'ai aucun phénomène d'électricité, des choses comme ça non. Et un matin, on se brosse les dents dans la salle de bain pour aller bosser, et là, on entend le chien grogner. C'est un chien qui ne grogne quasi jamais, en fait. Il ne grogne que s'il y a un danger, vraiment quelque chose, un intrus. Je dis tiens, on va voir. Et en fait, il est dans la chambre, en train de regarder le lit à ma place, comme si quelqu'un était couché sur le lit à ma place, en fait. Et là, on voulait dire arrête. Et là, je suis non, attends, non, on dit pas d'arrêter, laissons-le faire. Je veux voir, je veux être sûr qu'on n'hallucine pas. Bon, on dit j'hallucine quand même, quoi, mais bon. Et là, le chien s'avance vers ma place, continue de grogner. Il fait le tour du lit sans quitter du regard ma place, en fait. Et là, tout à coup, on le voit, il fait ça, comme si un truc venait de s'évaporer, et hop, il revient vers nous, tout content. Et effectivement, voilà, tout ce phénomène. Alors, soit dit en passant, hein, je ne sais pas pourquoi, je t'avoue que je ne sais pas encore aujourd'hui vraiment, ou peut-être que moi je faisais un blocage par mes peurs, je n'entendais pas. Je n'avais que la présence, la sensation de présence, les phénomènes et les souffles à l'oreille, mais cette entité ne me parlait pas. Et je l'avais pas en visuel, faut dire, quand tu dors dans le noir total, pour avoir du visuel c'est un peu compliqué, et de toute façon depuis l'âge adulte, je n'ai plus de
d'apparition spectrale, ce n'est que dans l'esprit en fait. Mais ma clairvoyance n'était pas vraiment développée à l'époque, j'avais surtout la clairaudience et la clairsentience, le ressenti. Mais par contre, à force de manifestation en manifestation, j'ai commencé à sentir quelle était cette entité en fait. J'ai senti qu'elle voulait pas de mal, je sentais pas du négatif en fait. Bon, bien que ça fasse peur, je sentais pas de négatif et par contre j'ai compris que c'était plutôt enfantin. Ok. Voilà, un enfant, ouais. Un jeune en tout cas. Okay. Ouais. Et donc c'est à partir de là finalement que tu accompagnes les gens à dégager les lieux. Et... Ouais. En parallèle, j'ai appris via des protocoles énergéticiens à faire un protocole de passage d'âme en fait. Comment parler, comment ressentir. C'est souvent les gens qui t'appellent pour ce genre de choses? C'est plutôt sporadique dans la pratique. On va dire si j'ai une personne qui m'appelle tous les 3 mois. Voilà. Certains, des fois, c'est que des ressentis. Les gens n'ont que des ressentis. D'autres ont vraiment des phénomènes d'électricité, de bruit, des choses comme ça. Jusqu'à présent, moi, j'ai jamais vu de phénomène de poltergeist aussi impressionnant que ce que moi-même j'ai vécu en fait. Mais c'était très intéressant parce que ça m'a permis de voir qu'effectivement, oui, ça existait sous cette forme-là, que certaines entités sont capables de faire ça. Effectivement, quand j'ai appris ce protocole, je me suis dit, allez, et c'est quand même passé 6 mois entre-temps. C'est 6 mois de régulièrement ces phénomènes. J'ai commencé à l'appréhender, je me suis dit, bon, presque un copain, s'il te plaît, pour l'instant je ne peux pas t'entendre, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à percevoir, tu veux peut-être me parler ou pas, mais je ne t'entends pas. Donc pour l'instant, je peux rien, donc s'il te plaît, calme un peu, pas trop quand même. Mais c'était insistant quand même, il cherchait. Et effectivement, j'ai commencé à développer l'écriture automatique et en parallèle à développer un protocole de passage d'âme. Et là j'ai commencé à communiquer, il est très vite venu finalement. Enfin, en pleine journée, j'ai fait ça et il est très vite venu finalement. Il n'attendait que ça, mais que je me mette moi en mode. J'étais pas en mode. Mes peurs, mes angoisses faisaient probablement barrage à une communication potentielle en fait. Donc là, bon, on a communiqué et en fait, il s'est présenté, Olivier. Je sais plus si c'est 13 ans ou 15 ans. Exactement. Il m'a dit, je suis venu. C'est ce que vous avez fait qui a fait que je suis venu. Ni lui ni moi ne savons pourquoi véritablement il est venu à ce moment-là. Mais ça ouvre des portes, ces pratiques-là. C'est là où ça peut être dangereux. Attention. Mais en le faisant sérieusement, j'ai pas attiré quelque chose de malveillant, heureusement. Mais quand même, il s'est accroché. Et malheureusement, c'est comme si ça crée un lien et c'est terminé. Le lien est créé. Et même l'entité ne peut plus décider elle-même d'en partir. Ça a généré un lien qui, au fil de la communication, m'a fait comprendre qu'en fait, il se sentait abandonné par sa mère, il ne trouvait pas sa mère. Il se sentait abandonné. Et moi, à l'époque, j'étais encore dans une émotion qui datait de longue date où j'avais un peu un sentiment d'abandon. Ça a créé un lien, apparemment. Et il me disait, oui, voilà, et en même temps, je te trouve sympa, je suis bien avec toi. C'est comme si j'avais une énergie commune avec lui, une énergie commune avec sa maman aussi. Il y avait quelque chose comme ça, c'est intéressant. Je l'ai apaisé, je lui ai dit, écoute, tu ne dois pas être ici. Dis-moi ce qui te fait mal, dis-moi ce qui te fait peur dans l'abandon. Donc on a un peu échangé là-dessus. Et après, on m'a dit, sa mère est là-haut. On m'a dit, elle est de l'autre côté. Ah. Et là, il pouvait toujours la chercher. Il n'allait pas la trouver ici dans le bas astral, en fait. Elle était déjà passée dans la lumière, cette femme. Je ne sais pas qui était décédé avant l'un ou l'autre, mais elle y était déjà passée. Et là, je lui ai dit de venir. Elle est venue et elle lui a demandé de venir, de le suivre, en fait. Et c'est là où ça l'a apaisé direct, en fait. Et là, j'ai senti... Waouh, mais un truc énorme, c'est comme si d'un coup j'étais pris dans une spirale qui montait avec un sentiment d'amour et de joie qui m'a tiré les larmes aux yeux, pour dire clair, et je suis comme monté avec eux, enfin avec lui. Et là d'un coup, paf, l'atmosphère d'un coup s'est libérée chez moi, et moi, en parallèle, je me suis senti libéré de ma blessure d'abandon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on fait un passage d'âme, ça libère une entité, mais ça libère aussi émotionnellement les personnes qui étaient liées à cette entité. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le donner-recevoir. Je lui ai donné l'opportunité de se libérer et moi j'ai reçu en retour la libération. J'ai une question pour toi, Nicolas. Est-ce qu'il y a une destinée? Si oui, quelle est la place de notre libre arbitre dedans? Je te pose la question parce que tu es voyant, donc tu as accès à des flashs de l'avenir. Est-ce que si demain je décide, toi tu me dis voilà, dans 2 mois il va t'arriver ça, quel est mon libre arbitre là-dedans? Est-ce que mon libre arbitre fait que ça va se passer ou au contraire je peux aller ailleurs? C'est quoi ton avis là-dessus? Effectivement, donc là j'ai parlé d'abord de plein d'incarnations. On vient ici s'incarner pour vivre certaines choses, pour vivre tout un processus d'expérience, d'apprentissage. C'est un peu comme une grande école, on va dire ici, où on va occuper certains rôles, pour vivre surtout des émotions à travers tout ça qui vont nous faire grandir, qui fait grandir l'âme. Donc on va d'un point A à un point B.
Et je dirais, si je peux schématiser en fait la chose, tu peux imaginer la vie, enfin c'est comme ça qu'on me l'a transmis en tout cas, qu'on m'a transmis ces informations. C'est pas une vérité absolue. On peut imaginer l'incarnation comme un fil électrique ou un câble internet. Ok ? À l'intérieur de ce câble, il y a des fils de cuivre. Ok. On peut imaginer que ton chemin de vie, ce qu'on appelle le fond de ton incarnation, de ce que tu dois vivre dans le fond, c'est le câble. Ok. Et ensuite, il y a la forme. La forme, c'est tous ces petits fils de cuivre à l'intérieur, sur lesquels tu vas par moment aller sur l'un, par moment aller sur l'autre, par moment aller sur l'un, et ça va un peu bifurquer. Ça, c'est le libre arbitre. C'est ton libre arbitre qui te fait changer. Mais à l'intérieur d'un câble. Tout en restant dans le câble. C'est pour ça que lorsque les gens disent « suis-je sur mon chemin ?» Oui, tu y es toujours sur ton chemin. On va dire « tu es sur le fond, dans le fond de ton chemin, mais tu n'es pas forcément sur la bonne forme. Parce que la forme, c'est les fils. Et là, on te dit « tiens, il faudrait que tu fasses un certain choix pour être sur la bonne forme qu'il faut là maintenant. » Mais quoi qu'il en soit, tu seras toujours à vivre des expériences, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes, des expériences qui auront le même but de faire vivre les mêmes émotions. Donc il y aura toujours de l'évolution, tu vois. Et alors pour revenir justement sur le phénomène de flash, d'avenir, ce que voit un voyant, c'est à l'instant T. À l'instant T. Tant que tu n'as pas encore pris certaines décisions, c'est pour ça qu'un voyant, et franchement je défie tout voyant de me dire qu'il a raison à 100% dans ce qu'il dit à chacun de ses consultants, c'est pas vrai. On n'a jamais tout juste à 100%, parce que justement ça fluctue. Le fait même de venir voir un voyant, tu fais fluctuer la forme. Ah oui. Logique. Et oui, ça va influencer tes choix. Alors, par contre, moi je dis souvent aux gens, attention, prenez ça, mettez-le dans un coin et vivez votre vie. Ne vivez pas votre vie en fonction de ce que je vous dis. Et surtout, n'attendez pas que ça arrive, parce qu'il est possible que vous soyez en action pour que ça arrive. Tu vois, et c'est là où ça peut faire fluctuer le truc. C'est pour ça qu'on parle, certains comme moi parlent d'avenir potentiel. Et ça, il ne nous est pas donné de l'influencer, en fin de compte. On dit, voilà, ce potentiel avenir qui pourrait se dessiner là, par contre, en oubliant que vous êtes venu me voir. Je dis aux gens, et surtout n'attendez pas que ça vienne. C'est pas parce que je vous ai dit que ça allait venir que ça va venir, parce que pour que ça vienne, il aurait peut-être fallu que vous soyez en action. Et là, comme je vous l'ai dit, vous allez être passif. Donc ça n'arrivera peut-être pas, parce que vous allez être passif attendre que ça arrive. Et on se pose souvent la question, d'ailleurs moi je me la pose aussi, c'est ouais, mais si je passe à l'action, est-ce que je dois attendre? C'est quand le bon moment? Et ça, souvent, il y a cette question autour de mon passage à l'action, il arrive quand? Tendance à les déresponsabiliser. Un peu, en fait. un peu. Où on se dit, bah non, mais ça, quand ça sera le bon moment, l'univers me le dira, la vie m'enverra un signe, etc. Moi, j'ai lu une fois une phrase comme ça, je ne sais plus de qui c'était, une phrase un peu spirituelle, qui disait « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. » Oui, c'est une aide comme ça. Ça peut être une petite aide à certaines décisions, pour nous éclairer, d'accord, nous orienter, nous aider à nous orienter un peu. Mais ça doit être en aucun cas ce qui crée. Le voyant, la voyance n'est pas là pour créer, c'est nous qui créons en fait. Et voilà, et si ce qui nous avait dit nous plaît, d'accord, ok, je vais peut-être aller dans ce sens. Si ça nous a pas plu, non, je vais pas aller dans ce sens. Tu vois aussi, quelque chose, non, ça je veux pas. Ben, moi je dis que ça allait arriver, mais si vraiment vous le voulez pas, maintenant vous sachez que ça va arriver, et bien ça n'arrivera peut-être pas. En fait, parce que vous aurez fait certains choix qui vont faire que ça n'arrivera pas, ce potentiel à venir en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas être à 100%. C'est pas possible d'être à 100% dans ces domaines, dans la véracité en tout cas des choses. Quand je fais de la guidance spirituelle, c'est-à-dire que je m'adresse aux guides, enfin je demande des informations des guides de la personne, je me suis aperçu avec le temps, ils m'ont dit, tu sais, parler à l'âme de la personne ou nous parler à nous, c'est la même chose. Quand tu canalises les informations pour quelqu'un, j'allais te demander, dire, comment tu peux savoir que tu ne vas pas dans l'inconscient ou dans l'âme de la personne au lieu d'aller dans les guides et tu viens d'y répondre et je ne t'avais pas posé la question. C'est génial, top. Dernière question, comment tu vis ta médiumnité au quotidien? Est-ce que tu sais tout sur tout? Est-ce que c'est facile pour toi de prendre des décisions? Est-ce qu'il y a plein d'âmes dans ton... tu ouvres ton frigo, il y a quelqu'un, oh non, il y a encore quelqu'un. Non, voilà, juste comment tu vis au quotidien. Faut dire que déjà, souvent quand on est médium et qu'il y a beaucoup d'effets autour de nous, c'est que généralement, il faut qu'on travaille sur notre taux vibratoire. Ça veut dire qu'on est trop bas en vibration et qu'on capte bien souvent ceux qui sont encore un peu errants dans le bas astral en fait. Donc il faut qu'on monte, on n'a pas à tout le temps capter ça en fait. Donc moi je travaille toujours via de la méditation, via de la pensée positive, via de la visualisation de lumière, pour mon lieu et pour moi-même, à être toujours dans cette élévation vibratoire en fait. Comme ça, je suis bien dans ma vie. Je suis pas parasité par trop de choses en fait. Quand quelqu'un se présente comme ça, et ça m'arrive très peu en fait finalement, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Moi j'ai peut-être chuté un peu vibratoirement, donc je rentre en résonance
pour le canaliser et qu'il y a peut-être une raison derrière. Mais je veux dire, du coup, je capte pas sans arrêt comme ça. Moi, je capte quand je veux capter. Ouais. Je connecte à un défunt quand je veux connecter à un défunt. Ouais. Ça a toujours été c'est ça avec moi. c'est un choix. Alors que moi, j'ai toujours aimé l'aider de l'autre côté. Personne vient m'emmerder, vient m'embêter. Le père, je fais quand je fais. J'éclate, je commence, et c'est pour ça, et pour une personne qui vient. Donc du coup, non, je suis pas... Il n'y a pas tout le temps ça comme ça en permanence en fait. Autant oui, j'ai beaucoup de signes de synchronicité, beaucoup de flashs lumineux, beaucoup d'entités qui me donnent des petits conseils sporadiques comme ça, mais pas tant de défunts que ça en fait. Et par contre, comment je vis tout ça, en tout cas au sens large, je le vis de manière assez normale en fait. Je me suis jamais senti anormal en fait sur la question. Et même moi quand je pratique, j'ai aucune gêne à dire aux gens, je suis médium. Mais les gens, je sens si quelqu'un a envie de développer le sujet avec moi dans des discussions comme ça, dans des relations sociales, et d'autres qui sont fermés, voilà, ça s'arrête là, c'est tout. C'est-à-dire que même quand je communique avec des gens, pour moi, c'est normal, du moment que ça ne s'impose pas à moi, quand je ne le désire pas, c'est normal, et finalement, c'est une capacité de plus que les humains vont développer de plus en plus avec l'augmentation de la conscience collective. On le voit déjà. Voilà, des gens ont de plus en plus ces capacités-là, et elles vont vraiment de plus en plus devenir une certaine normalité, quand je ne sais pas, mais elles vont le devenir. Et pour le côté est-ce que pour moi c'est plus facile de vivre? Non, c'est pas vraiment plus facile de vivre, parce qu'on ne me dit pas tout, en fait. Encore une fois, je suis pas Dieu le Père, je suis pas devin absolu, et moi on ne vient pas me faciliter non plus. Et si les guides respectent le libre arbitre des gens qui viennent me voir, ils respectent le mien aussi. Donc ils ne peuvent pas me dire avec précision ce qui va arriver pour tout, et ce dont je dois tout prendre en décision. Ils vont me donner des conseils, des indices, soit dans mes rêves, soit par un mot, une image tout à coup, un signe, une synchronicité aussi. Ils vont me le faire de cette manière-là, mais par contre c'est à moi après d'approfondir les sujets ou de faire les choix en fait. Donc non, c'est pas plus facile pour moi la vie que pour quelqu'un d'autre. Merci Nicolas pour cette interview dans ton cabinet, dans ton super cabinet. Merci à toutes les personnes qui ont regardé. Pour retrouver Nicolas, je mettrai tous les renseignements évidemment. Donc il est médium, voyant, il fait de la guidance spirituelle, du dégagement des lieux, il fait aussi de l'hypnose. Voilà, en gros, tu es à 20 minutes de Bordeaux dans un bled que tu appelles Val de Virvé. Voilà, qui est proche de Saint-André de Cubzac. Voilà.